Quel avenir pour les 300 salariés de la fonderie de Bretagne? Après l'échec des négociations de reprise juste avant les fêtes, le doute planait sur l'entreprise de Codan. Ce lundi, à la suite d'un CSE, on a appris son placement en redressement. Alors on fait le point sur la situation dans cette édition. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité bretonne du lundi 6 janvier. Je vous le disais en introduction, en début d'après-midi se tenait un comité social et économique exceptionnel à la fonderie de Bretagne. Notre journaliste Eva Thomas était sur place. Elle nous résume les dernières avancées. C'est une rentrée dans le brouillard pour les 300 salariés de la fonderie de Bretagne qui reviennent sur site après 2 semaines d'arrêt. Depuis le 20 décembre dernier, annonce de la fin des négociations entre Renault et le repreneur allemand Private 7, c'est le flou total. Ce lundi 6 janvier, un comité social et économique a été organisé, dont l'objectif était d'évoquer l'avenir des salariés. Maintenant dans une nouvelle histoire où on va être obligé de faire tout en sorte pour sauvegarder la trésorerie de l'entreprise. Et donc on va travailler sur l'activité de l'entreprise en fonction des gains de trésorerie que ça représente à court terme. On va avoir à partir de demain une entreprise avec une partie de l'activité qui va continuer dans ce qu'on appelle l'atelier finition usinage. On va placer l'autre partie de l'entreprise en activité partielle et on va avancer comme ça de 15 jours en 15 jours. Voilà, donc ça, si l'avenir de la fonderie est encore incertain, un scénario se dessine, celui du redressement de l'entreprise. Le dossier fonderie de Bretagne devrait être remis aux mains du tribunal de commerce de Rennes d'ici mi-janvier. On voit déjà à peu près vers où on va. Malheureusement, on a déjà connu ça en 2009, vers une situation de redressement. Donc on sait que ça va être un moment compliqué, pas facile. Ça va être un moment où peut-être de potentiels repreneurs peuvent se représenter. Alors pas sous le même format malheureusement j'imagine, pas sur un business plan qui était aussi costaud que celui qui était présenté au mois de décembre. Donc beaucoup d'incertitudes et de craintes sur l'avenir. Ouais. Le feuilleton fonderie de Bretagne est loin d'être terminé. Pour les salariés, l'espoir est encore présent tant que les grilles de l'usine ne sont pas encore scellées. Alors comment en est-on arrivé là? Comment la fonderie de Bretagne, pourtant en pleine transformation, se retrouve-t-elle en danger? Stéphane, tu es journaliste pour la rédaction du Télégramme à Lorient et tu as suivi de près l'évolution de la situation. Est-ce que tu peux nous résumer rapidement ce qui a mené la fonderie de Bretagne à être placée aujourd'hui en redressement? Alors, une offre avait été faite en juillet 2024 par un groupe allemand. Les négociations ont achoppé le 20 décembre dernier à la suite de difficultés rencontrées dans les discussions avec Renault qui a refusé de s'engager sur des volumes d'activité. Du coup, les salariés sont partis pour les vacances de fin d'année avec l'idée que l'entreprise allait potentiellement fermer ses portes. Et du coup, aujourd'hui, entre l'annonce du projet de reprise, puis son abandon avant les fêtes et puis le redressement, c'est des véritables montagnes russes pour les salariés. Est-ce qu'ils croient encore à la survie de leur entreprise? Alors, ceux que j'ai pu rencontrer ce matin étaient partagés. Il y en a qui ont très mal vécu ou pas très bien vécu plutôt la période des fêtes, le sentiment de ce yo-yo de négociations qui s'arrêtent et qui repartent, mais tous se disaient aujourd'hui, en tout cas unanimement presque à l'issue du CSE, qu'ils étaient d'esprit combatif et qu'ils allaient tout faire pour qu'un potentiel repreneur soit trouvé dans les semaines et les mois qui viennent. Merci Stéphane et on continuera de suivre ce dossier de près. Direction Brest maintenant, où vendredi 3 janvier a été arrêté l'influenceur Zaza Youssef pour apologie du terrorisme et provocation à la haine et à la violence. Mais s'agissait-il d'une tentative de déstabilisation de la part de l'Algérie? En garde à vue, Youssef a expliqué que ses appels à la violence sur les réseaux sociaux visaient les opposants au régime algérien, alors qu'un second individu a été interpellé pour les mêmes raisons à Échirolles en Isère. Les rapports se tendent encore davantage entre la France et l'Algérie. Le politologue Olivier Roy nous éclaire sur le contexte autour de cette arrestation.
Depuis l'indépendance, tous les problèmes de l'Algérie, qui est dirigée par l'armée, sont attribués à la France. Donc là, on a une espèce de discours de légitimité qui se perpétue et qui s'accentue. Une deuxième raison, la reconnaissance par la France des droits du Maroc sur le Sahara occidental. Le président Macron a décidé l'an dernier de soutenir la position du Maroc, c'est-à-dire de faire du Maroc le partenaire privilégié de la France. Donc évidemment, ça a rendu les militaires furieux. Sur le court terme, évidemment, il y a l'arrestation par les Algériens de Boualem Sansal, évidemment, ce qui a donné lieu à une mobilisation des milieux artistiques, littéraires et intellectuels en France, ce qui ne peut qu'énerver le régime. Mais cette arrestation se situe aussi dans le cadre des représailles contre la France. Et l'influenceur Zaza Youssef sera jugé le 24 février prochain. Il encourt jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Et puis demain, mardi 7 janvier, c'est un triste anniversaire que nous fêterons. Il y a 10 ans, la rédaction de Charlie Hebdo était attaquée par 2 terroristes, suivis 2 jours plus tard de la prise d'otage de l'hypercachère. Des attaques qui avaient suscité une vive émotion en France avec de gigantesques manifestations de soutien partout dans le pays, et notamment en Bretagne. Fanny Abivin s'est plongée dans les archives du Télégramme pour vous raconter ce moment de communion nationale. Bernard Verlac, dit Tinius, dessinateur, assassiné. Il y a 10 ans, la Bretagne était dans la rue après les attentats de Charlie Hebdo. Le 7 janvier 2015, la rédaction du journal satirique de Charlie Hebdo était attaquée. 12 personnes assassinées, dont 8 membres de la rédaction. L'effroi provoqué par cet attentat et l'attaque de l'hypercachère qui a suivi avaient créé une vague d'émotions et de soutien dans le pays. Mais Charlie Hebdo ne se taira pas. Sa voix continuera de s'exprimer librement, grâce à la solidarité de toute la profession et de tous ceux qui croient en la liberté de la presse. Le week-end suivant, des millions de Français défilaient dans la rue. En Bretagne, c'était près de 400 000 personnes le 11 janvier 2015. Des images impressionnantes montrant des rues noires de monde. C'est au minimum 3,7 millions de personnes qui étaient descendues dans les rues ce jour-là, la plus grande mobilisation jamais recensée en France. Et puis fait divers maintenant avec une nouvelle fusillade à Rennes qui a eu lieu ce dimanche en plein jour. Des coups de feu ont été entendus aux alentours de 14h sur la dalle Kennedy dans le quartier de Villejean. Les policiers ont relevé 11 douilles dont 2 ont atteint un immeuble voisin. Une enquête a été ouverte. Et puis, suspecté d'avoir percuté volontairement 2 personnes à la sortie d'une boîte de nuit à Vannes vendredi matin, un jeune homme de 22 ans a été placé en détention ce dimanche. Après 48 heures de garde à vue, il a été mis en examen pour tentative de meurtre. Il encourt jusqu'à 30 ans de prison. Direction Morlaix maintenant, la ville est-elle submergée par le trafic de drogue? Après Le Monde, mercredi 1er janvier, c'est le New York Times, le célèbre journal américain, qui a consacré un long article ce samedi à ces villes moyennes touchées par le narcotrafic, avec en exemple la cité du Viaduc. Alors qu'en est-il vraiment? Ce phénomène est-il nouveau? Gwendal Murray, qui est chef de rédaction pour le Télégramme et qui a enquêté sur le sujet, nous a répondu au micro de Fanny Abivin. Aujourd'hui, le trafic de drogue qu'on trouve à Morlaix, c'est un peu le même qu'on trouve dans toutes les villes moyennes françaises. Il n'y a rien d'exceptionnel. Ce qui a été exceptionnel ces derniers mois, c'est l'usage d'armes à feu en fait. C'était une première à Morlaix. Je me suis demandé pourquoi est-ce que le New York Times et Le Monde sortaient ces articles-là maintenant, parce que la situation globalement elle est réglée et surtout parce que c'est pas nouveau, c'est des sujets sur lesquels on a écrit depuis longtemps. Et puis politique maintenant, Maël de Calan compte ses soutiens. 207 maires ont apporté ce lundi leur appui au président du Finistère. Celui-ci avait été la cible de l'Union de la gauche au sujet des subventions accordées aux communes par le département. 77 maires de l'opposition avaient alors signé un communiqué pour critiquer ce dispositif, le pacte Finistère 2030. De quoi donner du grain à moudre avant la prochaine session plénière ce jeudi.
Et puis manifestation maintenant venue de Morlaix, de Quimper, de Rennes et même de Paris. Plus de 200 femmes et quelques hommes ont bravé les intempéries pour manifester ce samedi à Douarnenez. L'occasion, les 100 ans, quasiment jour pour jour, de la mobilisation des Sardinières. Un siècle plus tard, les revendications en faveur des droits des femmes sont toujours d'actualité, comme nous l'explique Monique Prévost, bénévole au planning familial et organisatrice de la Grande Marche féministe, au micro de Christophe Boucher. C'est très encourageant de se dire que si on fait comme avaient fait ces femmes il y a 100 ans, on peut encore espérer gagner les luttes qu'on est encore amené à mener aujourd'hui. Dans la ville rouge, on est solidaires, et de leur victoire, les femmes sont fières. Écoutez la guerre, ça vaut, écoutez gronder leur colère, écoutez la guerre, ça vaut, c'est la grève des Sardinières. Et des galettes pour finir à Morlaix, même la fève est locale. Le pâtissier Stéphane Giraud a fait appel à 2 designers morlaisiens pour les produire à la main. Margot Racanière est allée à leur rencontre. L'appel de plage, le homard, la coquille Saint-Jacques, le nuage et l'artichaut de Saint-Paul. Ces fèves au thème bien breton sont produites entièrement à la main par les créateurs de l'épicerie géniale à Morlaix. C'est assez rare les fèves artisanales faites en France parce que ça coûte cher, ça prend beaucoup de temps et tout est fait à la main. On ne peut pas vraiment automatiser la fabrication à cette échelle. Au total, le couple va produire près de 1500 fèves, un défi alors que chaque petite figurine nécessite plus de 24 heures de cuisson. Ils peuvent loucher, regarder sur le côté, ça fait aussi partie du charme de l'objet et de le faire à la main. Un engagement pour l'artisanat local qui a aussi des conséquences sur le prix de vente de la galette produite par Stéphane Giraud à Carantec. C'est sûr, hein, on travaille totalement artisanal. Du coup, on a rehaussé. En plus, cette année, on a eu une augmentation sur le prix des matières premières. On est à 4 € la part. Donc, on fait que pour 4 et 6 personnes. Une petite augmentation pour cette année. Mais retour sur investissement, la fève peut se transformer après dégustation. Alors, toutes les galettes sont vendues avec une petite épingle qui permet de transformer les fèves en broches pour en profiter toute l'année. C'est la fin de cette première de Thé dans l'actu. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Et en attendant, vous pouvez retrouver toute l'actualité de la Bretagne sur letélégramme.fr. Et moi, je vous dis à demain.